Ma grande passion quand j'étais petite, c'était d'accompagner ma mère à faire les courses. Il y a plein de choses nouvelles. On essayait toujours de se faire acheter un petit cadeau en plus qu'on est enfant. Et donc j'avais une passion pour la consommation qui m'est restée. Quel que soit le métier qu'on fait chez Carrefour, tous les jours ça change. Et c'est ça qui fait que les gens sont chez Carrefour depuis 20 ou 30 ans et trouvent leur job toujours aussi intéressant que le premier jour. On a demandé aux 100 plus grands fournisseurs de Carrefour, Coca-Cola, Nestlé, d'avoir une trajectoire climat 1,5 degré avant 2026. Et s'ils ne le font pas, ils sortiront des rayons. On ne le vendra plus chez Carrefour. On teste que le goût soit toujours le même et que votre fille elle soit toujours contente de manger les gâteaux. Simplement, il y a moins de sucre et moins de substances controversées. Et là, c'est là où on s'est dit qu'on a fait notre job de transition alimentaire. Ouais, c'est vraiment magique. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Oméric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée Karine Cross, directrice exécutive de l'engagement et membre du COMEX de Carrefour. Son métier, s'assurer que les promesses ne restent pas des slides PowerPoint. Ancienne haut fonctionnaire passée par Veolia, elle pilote aujourd'hui les grandes transformations sociales et environnementales d'un mastodonte du retail. Pour Karine, l'engagement n'est pas une case à cocher. C'est une exigence, un cap et parfois même un combat. Ensemble, nous allons parler d'action, de friction entre performance économique et impact, du rôle des grandes entreprises dans un monde qui fascine. Une conversation sans tabou avec une femme qui ne cherche pas à plaire, mais à faire bouger. C'est parti! Bonjour Karine. Bonjour Oméric. Karine, première question, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui, tout à fait. Je suis très partisane du tutoiement. Tu tutoies facilement ? On tutoie facilement chez Carrefour. Je pense qu'on a une culture assez moderne, on tutoie très facilement. Est-ce que tu peux nous partager ton état civil, s'il te plaît ? Mon état civil, alors, je m'appelle Karine Cross, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants de 8 ans et 10 ans et 3 beaux enfants qui sont un peu plus âgés. Voilà. Et alors, une question que j'aime beaucoup, c'est quel est, Karine, ton souvenir d'enfance le plus lointain ? Alors, mon souvenir d'enfance le plus lointain, j'ai plein de souvenirs personnels, j'allais dire familiaux, mais comme l'idée, c'est probablement de le raccrocher au monde du travail, à sa carrière professionnelle. Je pense qu'un de mes premiers souvenirs, mon père était médecin militaire et donc on déménageait beaucoup. Et j'ai vécu toute ma maternelle à Marseille, où voilà, on pouvait aller à la plage le soir en rentrant de l'école. Et j'ai déménagé pour mon année de CP en CP à Brest, qui est une ville un peu plus pluvieuse, un peu plus grise. Et donc mon premier souvenir, c'était de me dire que j'avais envie de devenir président de la République pour repeindre les maisons à Brest en rose, en jaune, en bleu, en couleur un peu vive. Et voilà, je pense qu'après, j'ai lu que quand on avait envie d'être président de la République aussi jeune, c'était pas forcément pour être président de la République, mais c'est parce qu'on aimait bien soit décider, soit être utile. Et moi, je pense que c'était un peu un mélange des deux. Voilà, essayer de me rendre utile tout en ayant la capacité à le faire. Donc, c'est un des souvenirs vraiment assez forts dont je me rappelle. Voilà. T'as acheté une maison à Brest que tu as repeint depuis ou... Non, et je vis dans un immeuble à Paris, qui, comme tous les immeubles à Paris, est plutôt un peu gris, mais donc voilà. Donc non, j'ai abdiqué ce rêve d'avoir une maison rose, mais c'était quand même quelque chose de me dire, je vais me rendre utile et vraiment quelque chose qui rend les gens plus heureux. Plus heureux. Donc il y avait déjà à l'époque... Il y avait déjà cette volonté de servir le bien collectif, en tout cas voilà, l'intérêt général. Alors, si on parle, où est-ce que tu es né ? Alors je suis née à Lyon. Mais comme mon père était médecin militaire, j'ai fait la majorité de mon enfance et de ma scolarité à Saint-Dizier, qui est une petite ville en Haute-Marne, qui est une ville dans l'est de la France, un peu à l'écart parfois de l'activité économique, où le taux de chômage a toujours été assez élevé. Ça aussi, ça donne une conscience assez forte de Paris et le désert français, des disparités qu'il peut y avoir sur le territoire. Donc voilà, moi c'est Saint-Dizier qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Et dont je suis partie après le bac pour faire mes études à Paris. Une enfance plutôt très heureuse, Une enfance plutôt très heureuse en province, quand on a une maison avec un jardin, un chien. Donc voilà, une enfance très heureuse, tout à fait normale et qui m'a pas laissé trop de trauma, j'espère. Mais voilà, une enfance normale. Quand tu arrives après à Brest pour le CP, tu veux toujours devenir président de la République et comment est-ce que tu vois ton parcours ? Comment est-ce que tu t'orientes par rapport au collège, au lycée ?
Moi, ça a toujours été mon souhait, je pense. Longtemps, j'ai rêvé d'être présidente de la République quand j'étais encore collégienne, lycéenne. J'osais moins le dire parce qu'il y a un côté non disciple. Mais c'est pour ça qu'en revanche, j'ai fait Sciences Po et que je voulais faire l'ENA. C'est-à-dire qu'en venant de Saint-Dizier, en Haute-Marne, j'avais pas forcément beaucoup de codes sur comment on devient président, comment on fait de la politique, comment on devient haut fonctionnaire. Mais j'ai croisé une conseillère d'orientation qui m'a dit qu'il fallait faire l'ENA et que pour faire l'ENA, il fallait faire Sciences Po. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire Sciences Po après mon bac, qui était un bac scientifique, mais je rêvais de faire Sciences Po et d'intégrer cette belle école. Voilà, donc c'est comme ça que ce rêve d'enfance, de travailler en tout cas dans le service public ou l'intérêt général, m'a amené à faire Sciences Po après le bac. Et alors, l'avantage, c'est que tu savais ce que tu voulais faire, tu as eu le bon conseil pour y aller, tu entres à Sciences Po? Je suis rentrée à Sciences Po. Voilà, je suis rentrée à Sciences Po assez jeune, parce que j'avais 2 ans d'avance, donc j'ai Wow. passé le bac à 16 ans et je suis arrivée à Sciences Po à 16 ans. Donc on sent le décalage quand on vient de province, de Saint-Dizier en Haute-Marne, et qu'on arrive à Sciences Po, qui est encore rue Saint-Guillaume. On sent le décalage qu'il peut y avoir. Et j'étais très heureuse à Sciences Po, qui est une école formidable, où on apprend plein de choses sur des sujets très divers, très variés. Donc voilà, vraiment très heureuse à Sciences Po. Et après, je voulais préparer les concours de la fonction publique, mais j'ai décidé de faire une école de commerce au milieu, parce que je me disais que le monde de l'entreprise était aussi un monde très intéressant, dans lequel j'aurais probablement envie d'aller plus tard. Et donc, c'est comme ça que j'ai passé le concours de l'ESSEC, après avoir fait Sciences Po, pour connaître le monde de l'entreprise, faire des stages, faire des séjours à l'étranger. Et donc là aussi, très heureuse à l'ESSEC. Qu'est-ce que tu as des anecdotes sur Sciences Po, sur l'ESSEC, sur qu'est-ce qui t'a amené justement à avoir cette prise de conscience sur le monde de l'entreprise? Oh, ce qui m'a amenée, je pense que déjà à l'époque, je me rendais compte que l'administration, le monde du public est évidemment une grosse partie de l'économie, notamment en France, Mmh. mais qu'il y a aussi tout le monde de l'entreprise. Donc ça a toujours été l'idée d'avoir le périmètre le plus large possible, en disant qu'il faut toujours étendre son périmètre et puis après on a le temps de se spécialiser. Mais j'ai toujours bien aimé essayer de découvrir un maximum de monde, d'environnement professionnel. Et donc ça me semblait être une évidence. À l'époque, Sciences Po ne durait que 3 ans. Ouais. Donc c'est vrai que c'était une formation relativement courte. L'ESSEC permettait aussi, par rapport à plein d'autres écoles de commerce, d'autofinancer ses études à travers les stages, les apprentissages. Et donc, pour moi, c'était pas du tout une perte de temps, au contraire, voilà, de faire une école de commerce avant de revenir ensuite dans le dispositif de la prépéna et puis de l'ENA. Donc, ce qui a fait au total un cursus assez long en termes d'années d'études. Un cursus magnifique. En tout cas, voilà, un cursus à la française où on aime bien les grandes écoles. Voilà, un cursus où, en tout cas, quand on vient de province, les grandes écoles restent quelque chose d'assez facile à comprendre. Je pense que le monde était plus facile aussi pour les lycéens quand on voit maintenant les difficultés avec Parcoursup, à s'orienter, à faire des choix d'orientation. Moi, à Saint-Dizier en Haute-Marne, il y avait un collège, un lycée. La question ne se posait pas de savoir Ouais. où est-ce qu'on allait. Après, c'est pareil, il y avait un monde probablement plus facile du post-bac qu'aujourd'hui, quand on voit les jeunes qui se posent plein de questions et à juste titre. On y reviendra parce que ça fait partie aussi de vos engagements. J'ai vu dernièrement qu'il y avait une énorme campagne aussi sur le harcèlement à l'école. Exactement. Donc, ça reste, c'est quelque chose dont tu es à l'initiative? Oui, D'accord. oui, c'est jamais des initiatives individuelles, c'est toujours des initiatives collectives. Mais dans mes fonctions, il y a tous les sujets de diversité et d'inclusion. Et donc, on essaie de faire des initiatives qui parlent aux collaborateurs de Carrefour, qui les concernent. Et alors, moi, le harcèlement scolaire, j'y avais été confrontée. Ma fille a été victime de harcèlement assez D'accord. petite. Et c'est vrai que, voilà, on a toujours besoin un peu de repères. Il y a Mmh. des choses à faire, des choses à ne pas faire. Il y a des choses assez basiques, en fait, mais quand on ne le sait pas, on peut pas l'imaginer. Et donc, ce qu'on a fait chez Carrefour, c'est de sensibiliser. Donc, on a fait ça avec une association reconnue sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Et surtout, on diffuse des fiches d'info-mémo à tous nos collaborateurs qui donnent un peu les pratiques à faire et à ne pas faire si l'enfant est victime de harcèlement, si c'est lui qui est auteur de harcèlement ou alors s'il est témoin de harcèlement. Il y a toujours des comportements qui sont plus ou moins, optimum si on veut essayer de gérer le sujet. Et donc, c'est ça qu'on diffuse à nos collaborateurs, leur faire un peu gagner du temps, leur donner les numéros d'appel. Voilà, et donc ça fait partie typiquement des initiatives qu'on lance chez Carrefour. Mmh. On avait lancé une initiative sur l'endométriose, ça n'a rien à voir, il y a 2 ans, qui est un vrai sujet de société qui touche beaucoup de femmes. Et donc pour toutes les femmes chez Carrefour qui sont victimes d'endométriose, l'entreprise leur donne une journée d'absence par mois, donc c'est quand même 12 jours par an, ce qui est beaucoup dans la grande distribution, pour pouvoir rester chez elles le jour où elles souffrent, sans avoir à poser une journée d'arrêt, où la première journée c'est une journée de carence et où on n'est pas rémunéré. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie souvent de faire des choses très pratico-pratiques. C'est vraiment de la RSE à quelque part incarnée, qui correspondent à des attentes de nos salariés.
C'est superbe. Mais voilà, désolé pour la digression avant de revenir sur le parcours. Non, c'est vraiment passionnant. Et c'est concret, c'est tangible, ça a un véritable impact sur la vie des gens. On parlera de la RSE, c'est notre véritable conviction chez Carrefour. Je pense que c'est lié au monde de la grande distribution, qui est un monde très concret. Le monde du magasin, c'est vraiment un monde dans lequel on va tous les jours, c'est tangible. Et donc nous, on ne fait pas forcément les grandes conférences internationales, on ne va pas à la Climate Week à New York chaque année, mais on essaye de faire des initiatives qui bougent les lignes, qui soient visibles de nos clients, de nos salariés, des investisseurs, de toutes nos parties prenantes. Et donc, c'est vraiment notre manière de faire. Superbe. Alors, revenons. On était à l'ESSEC. Oui. Là, l'ESSEC, c'est 2 ans. L'ESSEC, c'est 2 ans, voilà. Master. Et après, tu fais une passerelle vers... Qu'est-ce qui te dit... Là, tu n'as pas changé d'avis, par contre. Tu restes avec ton triptyque où tu vas à l'ENA. Exactement. Toutes les portes s'ouvrent. Dans le public, dans le privé... Qu'est-ce que tu choisis? Comment est-ce que tu choisis? Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont qui ont influencé ta décision? Pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que je voulais faire une école de commerce. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'ESSEC qui permet de faire des stages à l'étranger. Je suis partie plusieurs mois en Inde, ce qui était une expérience fabuleuse. Ouais, déjà à l'époque, ça devait être difficile. Déjà à l'époque, c'était assez radicalement différent. Et en même temps, j'ai fait ça après un stage en salle des marchés à Londres. Donc il y avait un petit décalage. Je pense que j'aime bien les décalages. J'aime bien la capacité de passer d'un monde à un autre. Mais à la sortie de l'ESSEC, je savais que mon envie était de faire l'ENAC. Sinon, j'aurais un regret de ne pas passer cette école. Ça a été dur là aussi de passer du monde de l'ESSEC, où on le sait, une fois qu'on a intégré une école de commerce, la vie étudiante est assez sympa. Ouais. Y a quand même pas mal de soirées, de BDE, de choses un peu hors vie scolaire, pour revenir dans un côté un peu plus monastique de la préparation du concours de l'ENA. Mais j'étais très heureuse aussi à l'ENA, et je savais dès le début que je voulais sortir à Bercy, le ministère évidemment économique et financier, parce que c'est ce qui me correspond. J'avais déjà cette forme d'intérêt pour l'entreprise, pour la culture économique, pour le monde de l'entreprise. Donc je n'ai absolument pas hésité sur le fait de sortir à Bercy. C'était une forme d'évidence pour moi que je voulais aller à Bercy à la sortie de l'ENA. Et ça s'est fait naturellement? Et ça s'est fait assez naturellement. Alors, c'est vrai qu'à la sortie de l'ENA, il y a quelque chose d'assez inouï dans le monde de l'entreprise ou même dans n'importe quel monde, c'est qu'il y a un classement de sortie. Et en fonction de son classement de sortie, ce sont les jeunes énarques qui choisissent leur poste de sortie. Et quand je suis arrivée à Bercy, mon chef me disait c'est quand même assez atypique. Normalement, c'est un chef qui recrute, qui choisit ses équipes, alors que là, c'est en sens inverse. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez atypique de pouvoir choisir son chef et son job plus que ça soit l'opposé. Voilà. Et tu es arrivé. Tu te souviens de ton classement? Oh oui, moi j'étais 18e. Voilà, j'étais 18e. Sûr. Donc c'était sûr, on était à peu près une promo de 100. D'accord. Voilà. Donc oui, je pense qu'on se souvient tous de son classement de sortie. Heureusement, on n'en parle pas trop. Parce qu'il n'y a rien de pire que le vieil énarque qui se rappelle encore de son classement de sortie et qui en parle à tout le monde, ce qui m'est déjà arrivé de croiser ça, d'en croiser quelques-uns. Donc non, heureusement, c'est un monde un peu... Il faut avoir conscience que c'est un monde qui n'est pas le monde de l'entreprise, qui est un monde avec des codes différents, qui ont une vraie utilité, parce que moi, je milite pour le fait que l'ENA a une vraie utilité. On a besoin de fonctionnaires pour servir l'État, pour diriger des administrations centrales. Et simplement, il faut aussi être conscient du fait que c'est des modes de fonctionnement différents, qui ne sont pas réplicables de partout, et que il faut en être conscient. Et puis il y a une véritable complexité derrière toute l'administration. Il y a une véritable complexité dans l'administration. Faut... Après, ce qui a longtemps posé problème, ce sont les énarques qui vont en politique, en entreprise, et on n'est pas omniscient, mais comme en sens inverse, il y a des patrons d'entreprise qui font de la politique et qui se ratent. Donc dans tous les sens, il faut être conscient des limites de sa formation, de sa manière d'être, et que tout le monde n'est pas capable de bouger sur n'importe quel poste du jour au lendemain. Ouais. Bon, tu as cette force d'avoir la polyvalence et d'être allé avoir des expériences dans chacun des environnements. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, si demain tu veux te lancer en politique, ça pourra aussi être intéressant. Voilà, exactement. Alors, à Bercy, qu'est-ce que tu fais à Bercy? Parce que pareil, ce sont des missions. Et à Bercy, ce sont des missions. Donc Bercy, moi, je suis arrivée à la direction du Trésor, parce que les gens ne connaissent pas toujours bien l'architecture de Bercy. Je trouvais que même mon mari, au départ, pensait que la direction du Trésor, c'était les finances publiques qui élèvent l'impôt, alors que la direction du Trésor, c'est ceux qui s'occupent de la politique économique de la France. Et moi, j'étais dans un bureau qui s'occupait de marchés financiers, de réguler les marchés financiers, ce qui m'intéressait beaucoup. Je suis arrivée sur un poste un petit peu aride, où au départ,
à la sortie de l'ENA, on m'a demandé de transposer une directive OPCVM. En anglais, ça s'appelle UCITS. Donc, je voyais qu'il y a une petite phase de dépression quelque part, comme beaucoup de Tu peux nous jeunes traduire? qui sortent, qui sortent et qui ont un premier job parfois très technique. Voilà, donc la directive OPCVM, c'est des produits financiers et les directives en droit français, il faut les transposer dans une loi. Donc, je me suis occupée de ça pendant 6 mois et après, heureusement, j'ai eu la chance de passer sur les OPA. Et donc, c'était l'époque en 2005 où Thierry Breton était ministre de l'économie, où il y avait beaucoup d'OPA hostiles. C'est l'époque où Danone avait failli se faire OPer par une grande entreprise américaine. C'est l'époque où Arcelor a été racheté par Mittal. Et donc, moi, je travaillais à la direction du Trésor sur voir comment on essayait de réglementer quelque part un peu les OPA pour éviter que les fleurons français ne se fassent racheter par des entreprises étrangères. Et donc, c'était très intéressant et ça m'a permis de voir à la direction du Trésor comment, à partir d'un sujet très technique, il y a toujours une dimension politique très forte d'intérêt général, de faire en sorte que des entreprises françaises restent en France, en tout cas avec les centres de décision en France, avec tout l'état-major en France. Préserver l'emploi, Préserver l'emploi et préserver les centres les de décision, parce fournisseurs, que tout. on voit ça aujourd'hui. Je Mmh. fais partie d'une commission, je co-dirige la commission du MEDEF sur la consommation. Et donc, on est très en pointe sur la lutte contre Temu, Chine et tous les acteurs chinois qui arrivent en France. Et je suis convaincue que c'est un sujet qui reste important en France, de préserver nos emplois, des bassins d'emploi et de faire en sorte que tout le monde soit soumis aux mêmes règles et qu'on n'ait pas une forme de dérégulation de certaines entreprises. Donc voilà, c'est comme ça que je passais 2 ans au Trésor avant de partir ensuite à l'Agence des participations de l'État qui, elle, gère les participations. Donc, c'est un fonds d'investissement, mais pour les entreprises publiques. Voilà. Et qui n'est pas non plus un fonds souverain finalement. Qui n'est pas un fonds souverain, voilà, qui est vraiment qui gère les participations en essayant d'optimiser quelque part leur valeur, en essayant aussi de réglementer tout ce qui est leur gouvernance, parce que l'APE est très en pointe sur les sujets de gouvernance, de réglementation, de respect du code AFEP-MEDEF, de tous ces sujets-là. Et donc moi j'ai travaillé 2 ans à l'Agence des participations de l'État sur le suivi de la Poste, voilà, de la Poste qui était une entreprise publique et qui l'est toujours d'ailleurs, qui était une de nos belles entreprises publiques. Ouais, la Poste, c'est une entreprise formidable parce qu'ils doivent réinventer leur activité qui se digitalise. Il y a de moins en moins de courrier papier qui est expédié. En parallèle aussi, travailler avec leur premier client, qui est leur premier concurrent, qui est Amazon. Et tout ça, tout en ayant faire évoluer les collaborateurs en interne. Enfin, il y a Exactement. énormément de sujets et de problématiques à adresser en parallèle. Et c'est une entreprise qui réussit plutôt très très bien à le faire. Exactement, et qui a de très bons résultats, alors qu'il y a des branches assez diversifiées. Il y a Géopost sur le colis qui a évidemment plus de marge que le courrier qui parfois lui a plus de mal à être rentable, mais c'est une entreprise fabuleuse qui a des missions de service public aussi, la mission notamment de la banque postale d'accessibilité bancaire. Donc c'est ce qui fait l'intérêt de cette entreprise et ce qu'on se disait souvent, tous ceux qui ont travaillé de loin ou de près avec la Poste, à un moment on garde un souvenir ému. Il y a un vrai attachement à cette entreprise qui concilie en fait les deux mondes. Voilà. Ouais. Les missions de service public et puis des activités totalement concurrentielles avec quelque part les plus dures en termes de concurrence qui sont Amazon, Temu, Chine. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise assez formidable. Et moi, j'ai eu la chance aussi de participer à la transformation de son statut. C'était une entreprise publique qu'on a transformée en société anonyme pour pouvoir ouvrir son capital à la Caisse des dépôts qui est devenue actionnaire aux côtés de l'État de la Poste. Toujours des sujets complexes. Je pense que c'est ce qui est intéressant, parce qu'en effet, un des sujets que je traite maintenant chez Carrefour, c'est le sens. C'est pourquoi les gens sont motivés à aller travailler, pourquoi ils trouvent du sens à leur mission, à leur travail. Et il y a plein de raisons possibles, mais notamment celui de travailler dans un environnement complexe, évolutif. Je pense que c'est ça qui motive aussi beaucoup de gens au quotidien d'avoir Et un job arriver à porteur rendre de ça sens. intelligible peut-être. Et arriver exactement à rendre ça intelligible. Et puis, je pense que chez Carrefour, nous, c'est le cas. Notre métier, quel que soit le métier qu'on fait chez Carrefour, tous les jours, ça change. On est soumis à toute une série d'enjeux, de contraintes, d'évolutions. Et c'est ça qui fait que les gens sont chez Carrefour depuis 20 ou 30 ans et trouvent leur job toujours aussi intéressant que le premier jour. On va y arriver. Mais avant, tu as fait... Alors, tu es resté combien de temps au niveau à Bercy? Alors moi, je suis restée 4 ans à Bercy. D'accord, donc on a au fait une Trésor et à première la mission de PE. 6 mois, 2 ans après à la PE. Voilà, j'ai fait 2 ans au Trésor, 2 ans à la PE, donc j'ai fait 4 ans. Et ensuite, je suis partie en cabinet ministériel pendant 3 ans, où j'étais au cabinet du ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Donc j'ai été recrutée, parce que ça c'est souvent
qu'on se pose la question, on est souvent recruté pour ce qu'on sait faire. Donc moi, je m'occupais de la Poste à l'Agence des participations de l'État et je suis partie au cabinet du ministre de l'Industrie pour m'occuper de la Poste et du changement de statut qui était une loi qui est passée au Parlement. Donc je suis partie en tant que technicienne sur la Poste et après j'ai évolué au sein du cabinet pour devenir directrice de cabinet adjointe où je m'occupais des restructurations industrielles. Donc là, ça n'a rien à voir, c'est toutes les entreprises en difficulté où là aussi l'État est souvent critiqué sur plein de sujets d'inefficience de l'État, mais l'État a un vrai rôle à jouer sur le sauvetage d'entreprises en difficulté. Quand une entreprise est quasiment au bord de la faillite, mais qu'on peut encore avoir un petit geste de la part des banques, de certains créanciers. Il y a toute une série d'institutions au sein de l'État, notamment le CIRI, qui est le comité interministériel de restructuration industrielle, qui met tous les acteurs autour de la table pour essayer de trouver une solution. Et donc moi, j'ai fait ça pendant 3 ans au cabinet ministériel et c'est probablement là où j'ai le plus sentiment d'utilité. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la valeur ajoutée de l'État, d'essayer de forcer la main, quelque part, à tous les acteurs d'une entreprise pour lui donner un petit laps de temps supplémentaire pour essayer de s'en sortir. Donc il y a tout un travail d'identification de quelle entreprise on va aider, parce qu'on ne peut pas aider toutes les entreprises. Donc il faut aider celles qui ont un vrai business plan, qui ont une vraie équipe de management, qui ont vraiment des fondamentaux solides. Évidemment, on ne va pas aller aider l'entreprise où on voit que c'est peine perdue, mais d'essayer de faire un petit peu l'extra mile pour aider ces entreprises. Et donc, c'est très valorisant, c'est très ingrat aussi parfois, parce que c'est des journées, des nuits entières de travail, où parfois on n'y arrive pas, on n'arrive pas à sauver les entreprises. Mais quand on y arrive, on est vraiment, il y a un vrai sentiment de satisfaction et il y a un vrai rôle social de l'État. Donc voilà, moi j'ai fait ça pendant 3 ans, entre 2009 et 2012. Ça devait être passionnant parce que comment ça fonctionne? Tu gères un dossier après l'autre ou alors tu peux être amené à gérer plusieurs dossiers en parallèle? Alors en fait, on gère plusieurs dossiers. Donc le bras armé, c'est vraiment le CIRI, qui est une administration de l'État qui doit gérer une 50aine de dossiers en même temps, mais avec une équipe de rapporteurs au CIRI qui est assez nombreuse. Et puis après, moi j'étais au cabinet du ministre, qui a un rôle un peu de challenger tout ça, voilà, de voir si on n'aide pas d'autres entreprises, de voir comment, voilà, d'avoir aussi la forme de pression politique qu'on peut avoir en plus. Donc c'est vraiment une articulation entre les deux, avec à peu près 50 dossiers suivis en même temps, avec des parlementaires, parce que souvent, tout cela aussi est mu par des parlementaires, des élus locaux qui sollicitent le ministre pour que le dossier soit traité de manière prioritaire. Donc, c'est vraiment très pluridisciplinaire, très transversal. Et c'était ça que j'aimais bien, de pouvoir parler à la fois à des syndicalistes qui avaient envie de sauver leur entreprise, comme à des politiques qui essaient aussi de médiatiser le sujet. À cette époque, c'était la grande époque des séquestrations de dirigeants aussi. Souvent, il y avait pas mal de séquestrations de dirigeants pour essayer à la fois d'avoir un impact médiatique et puis d'essayer d'obtenir un gain de cause. Et donc, nous, on était là pour essayer de pacifier tout ça et d'essayer de trouver une solution pérenne. Dans le dialogue social. Dans le dialogue social. Donc, on en est trouvé. À l'époque, c'était les équipementiers automobiles qui souffraient beaucoup, qui, quelque part, continuent de souffrir parce que l'industrie automobile est une industrie à faible marge et donc, évidemment, les équipementiers encore plus. Donc, on avait réussi à sauver Molex, qui était une entreprise emblématique près de Toulouse, ou alors Eliez, qui était aussi en Poitou-Charentes, qui faisait l'objet aussi de débats politiques, parce que parfois, il y a un sujet aussi de qui arrive à s'attribuer les mérites du sauvetage entre les élus locaux quelque part et puis les élus proches du ministre. Donc voilà, on a eu quelques réussites et puis d'autres sujets qu'on n'a pas réussi à sauver. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que dans ma vie actuelle, là, j'ai pas mal de rendez-vous avec la DGE, la Direction Générale des Entreprises, et c'est quand on va à Bercy, il y a les premiers bâtiments qui sont finalement tous les opérationnels. Ouais. Et après, ils disent, il y a derrière la grille, c'est le monde politique. Toi, tu étais de quel côté? Tu étais côté politique finalement, parce que tu étais à côté du ministre, mais avec tout ce qu'on connaît actuellement, les changements de gouvernement et autres, tu restais en poste ou tu pouvais aussi terminer ta mission dès lors que le ministre changeait? Moi, j'ai fait les deux. C'est-à-dire qu'en D'accord. effet, quand on va à Bercy, il y a la cour des ministres, qu'on avance tout au fond avec une forme de grillage avant de rentrer dans la cour des ministres. Donc moi, j'ai passé 4 ans dans l'administration où j'étais dans les bâtiments avant. Donc c'est vraiment l'administration. Et puis quand on va dans une réunion au cabinet, il faut évidemment badger, se faire annoncer. Et puis après, j'ai passé 3 ans de l'autre côté, dans l'hôtel des ministres, comme on l'appelle. Mais en effet, j'avais gardé ma proximité avec mon monde d'avant, tous mes amis qui sont toujours d'ailleurs fonctionnaires. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des mérites de Bercy, c'est-à-dire qu'il y a cette forme de séparation physique, mais qui en réalité n'est pas une réelle séparation. Il y a beaucoup de passages de l'un à l'autre, et je pense que c'est ce qui fait aussi, quelque part, la force de Bercy, d'avoir cette forte proximité entre un monde et l'autre, et beaucoup d'allers-retours
retours et de gens qui connaissent les contraintes de l'autre côté. Parce que quand on est au cabinet du ministre, il n'y a rien de pire que de penser qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et que tout va se passer. Derrière, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est toujours bien aussi dans n'importe quel monde de savoir voilà, d'où on vient, comment les choses sont décidées. Parce que quelle que soit sa position, quand on est chef, on a tendance à penser que tout est facile. Et je pense que ce qui est compliqué, c'est de se mettre à la place des gens, voilà, et de voir tout le travail qui est nécessaire pour arriver à un résultat fini. Donc voilà, Bercy, je pense que c'est assez efficace de ce côté-là. Il n'y a pas de dichotomie réelle. Tout le monde est à peu près malgré tout dans le même bâtiment. On se croise au parking, se croise à la cantine. Donc il y a quand même une forme de proximité. Oui, il y a des discussions qui ont lieu de manière formelle et informelle. Exactement. Parce que les intérêts, effectivement, divergent, comme tu l'as bien dit. Et il faut arriver à concilier le tout parce qu'au final, ce sont des emplois à préserver, c'est une industrie à sauver. Et voilà. Et sur tous les sujets, je pense que c'est la grande force de Bercy de savoir que les administrations dialoguent avec le cabinet et vice-versa. Ouais. Alors, 3 ans, qu'est-ce qui se passe au bout de la 3e année ? Et au bout de la 3e année, c'est 2012, donc il y a un changement de président de la République, la majorité politique change de bord, et là, j'avais envie d'aller dans le privé. En même temps, j'avais aussi conscience qu'il n'y a évidemment pas de spoil system en France, mais malgré tout, une fois qu'on a fait 3 ans dans un cabinet qui pour moi était un cabinet de droite, avant qu'en 2012 une majorité de gauche arrive, on se doute bien aussi que ça va être plus compliqué. Donc le mix des deux, et puis j'avais 32 ans, c'était le moment pour aller dans le privé, parce qu'on dit souvent que quand on a un profil public, il faut pas aller dans le privé trop tard. Donc c'était le bon moment pour aller dans le privé. C'est 35, c'est 40 ans la barrière Je pense qu'à un moment, il faut changer assez souvent de monde, de mode de fonctionnement. Et si on reste trop longtemps, le décalage est probablement trop fort quelque part entre un monde et l'autre. Et puis j'ai envie de découvrir la logique privée. J'avais quand même fait l'ESSEC, j'avais fait des stages. Donc c'était vraiment le moment où j'avais envie d'aller dans le privé, voilà, voir comment ça se passait. Comment ça se passe alors ? Et comment ça se passe ? C'est à la fois différent et en même temps, je pense que les grands modes de fonctionnement sont parfois assez proches du public aussi. Et tu candidates Oui, alors j'ai candidaté, j'ai beaucoup candidaté, parce qu'en 2012, quand une majorité s'arrête et qu'une nouvelle arrive, c'est parfois aussi plus compliqué d'aller dans le privé. Moi, je suis restée jusqu'au bout par conviction, parce que j'ai envie de transmettre mes dossiers, mais il y a évidemment un afflux de conseillers ministériels qui arrivent tous dans le privé, donc il faut se battre. Voilà, il faut se battre, personne ne nous attend. Donc j'ai écrit énormément de lettres, j'ai vu énormément de gens, et finalement, j'ai eu la chance de rencontrer Antoine Frérot, le PDG de Veolia, et voilà, on s'est très bien entendu, et donc il m'a recrutée comme directrice de cabinet en 2012, donc du PDG de Veolia. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée chez Veolia, en ayant cherché, parce qu'en effet, il faut passer du temps à chercher, et voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, voilà. Comment ça sert à quelle a été ta mission en tant que directrice de cabinet ? Pourquoi est-ce qu'il t'a recrutée justement ? Pourquoi il m'a recrutée ? Alors, c'était une création de poste. Il n'y avait pas de directeur de cabinet. D'ailleurs, quand on regarde les entreprises du CAC 40, il y en a une moitié à peu près qui a un directeur de cabinet, l'autre moitié qui n'en a pas. Mais donc lui-même se disait que ça faisait probablement sens, et donc on a inventé le job tous les deux, quelque part. Voilà, on l'a inventé à deux. Et donc l'idée, c'était d'essayer, comme tous les directeurs de cabinet, de lui faire gagner du temps, c'est-à-dire soit de passer quelque part des instructions, de passer des demandes, de préparer des dossiers à sa place, soit en sens inverse, de recevoir des gens à sa place. Donc je pense que voilà, c'était il y a bientôt 15 ans maintenant, donc ça fait longtemps, mais je pense que quand on m'interroge sur le sujet, la clé, c'est de créer une relation de confiance qu'on ne crée pas de manière immédiate. Donc les premiers mois, quelque part, on piaffe un peu, parce qu'il faut d'abord gagner la confiance. Et puis une fois qu'on a gagné la confiance, c'est vraiment un peu du day-to-day au quotidien, d'essayer de voir comment on peut rendre service, se rendre utile sans jamais travestir les messages, sans jamais travestir sa pensée, ni ne se mettre à la place qu'on n'est pas, parce qu'on n'est que d'IRCAB, et voilà, c'est un poste qui n'existe pas vraiment dans l'organisation. Et donc c'est un équilibre un peu subtil de rendre service. Et tu dois devenir un peu, tu dois faire beaucoup de shadow, tu dois être dans son ombre pour comprendre sa manière de penser. Exactement, donc il faut être capable de comprendre comment il pense, comprendre comment il réagit, comprendre ce qui est important pour lui en termes de confidentialité, de manière de passer le message, pour se rendre le plus efficace possible. Et c'est là où je pense qu'en effet, pour un PDG, à partir du moment où on a totalement compris que tout se passe bien, évidemment, moi je piaffais, je voulais faire de l'opérationnel. Je lui avais dit dès le début, il y a toujours ce petit sentiment de, une fois que ça passe très très bien et que ça pourrait être très confortable de rester comme ça pendant 10 ans, mais évidemment, au bout de 2 ans, j'ai eu envie de changer, de passer sur des fonctions opérationnelles. Alors là, on y arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Exactement.
Et là, moi, mon rêve était de diriger une BU, de diriger un PNL. Et donc, à l'époque, Veolia, alors je fais un petit retour en arrière. Donc, Veolia, c'est un des leaders mondiaux de la transition écologique. On a 3 métiers qui sont l'eau. Donc, ça, c'est le métier classique de Veolia. C'est de fournir de l'eau potable dans toute une série de pays dans le monde. On a les déchets, qui est évidemment le ramassage des déchets et leur valorisation, surtout, sous forme écologique. Et puis, le métier de l'énergie, qui est un métier plus récent chez Veolia et qui était opéré notamment par le biais de Dalkia, qui était notre filiale de services énergétiques. Et donc, à l'époque, quand j'étais directrice de cabinet, pour toute une série de raisons, on avait revendu Dalkia à EDF et nous n'avions plus d'activité d'énergie. Et je savais qu'on allait recréer des activités d'énergie, parce qu'on avait vendu Dalkia, mais on voulait quand même recréer des activités d'énergie dans tous les pays où on était présent. Et donc, j'ai levé la main pour recréer ces activités d'énergie en France. Voilà. Et c'est comme ça qu'au bout de 2 ans de directrice de cabinet, je suis partie sur un binôme avec un manager qui était proche de la retraite, qui lui a fait toute sa carrière chez Dalkia, qui donc lui était DG de la BU, moi j'étais DG adjointe, et donc on a recréé à 2 une BU spécialisée sur l'efficacité énergétique en France. Donc on est parti from scratch, on était 2 dans un bureau, et donc lui surtout avait la connaissance de l'écosystème, de toutes les entreprises sur le marché. Donc on a racheté une série de PME sur le territoire en France, un peu partout, qu'on a agrégé ensemble, comme le ferait un fonds d'investissement. C'était vraiment du build-up et on l'a recréé pour créer une nouvelle activité, Veolia Énergie France. Voilà, donc moi j'ai été DG adjointe pendant 2 ans et puis après il est parti à la retraite et donc je suis devenue DG de cette BU pendant 3 ans. Donc j'ai passé au total 5 ans sur cette BU qui était une BU passionnante parce que c'était vraiment, il y avait à peu près tout pour une première expérience managériale, de racheter des PME où évidemment on les rachète avec un fondateur qui est ravi d'être racheté par Veolia avec le chèque qui va bien et qui évidemment nous promet qu'il va partir dans l'année et évidemment ça ne se passe jamais comme ça. Voilà, de racheter des entreprises qui étaient toutes dans des quartiers un peu difficiles. Parce que la spécialité du métier de l'efficacité énergétique, c'est d'être proche du terrain, d'être vraiment, on a pas mal, c'est assez people intensive, d'être plutôt dans des zones franches urbaines. Donc, on avait racheté dans les quartiers nord à Marseille, on avait racheté à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Donc, on rachetait toujours dans des quartiers un peu complexes. Et puis, d'essayer de faire croître cette BU, de gagner des contrats, de s'imposer, parce qu'en face de nous, on avait Dalkia, on avait Cofeli, donc on avait des grandes marques. Mais nous, heureusement, on avait la marque ombrelle de Veolia et donc de regagner des contrats. Donc, c'était une expérience passionnante dans un milieu très très masculin. Voilà, donc j'étais plongée de plein pied dans ce monde de l'opérationnel où je voulais aller. Et puis là, tu as utilisé toutes les compétences que tu as pu développer au fur et à mesure de ta carrière, finalement. J'ai tout appris, d'autant plus que c'est des petites PME. Donc, quelque part, au départ, notre paye était faite à la main. On n'avait pas de système de gestion de paye. Donc, il y avait une responsable paye qui les faisait à la main avec toutes les erreurs que ça peut emporter. Des commerciaux qui respectent plus ou moins voilà, la feuille de route qu'on leur a donnée sur le niveau de marge à tenir. Voilà, donc, je pense que tout ce qu'on peut faire à l'envers, parfois, dans un monde de PME, j'y ai eu droit. Et donc, j'ai vraiment découvert sur le tas la manière dont peut fonctionner une entreprise. Et au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, pardon, quel était le résultat de l'entreprise ? On a réussi à revenir rentable parce qu'on rachetait des entreprises qui étaient plutôt déficitaires, ou en tout cas on essayait de les agréger, de les racheter évidemment comme on les rachète et de leur faire progresser en termes d'EBITDA. Donc c'était plutôt une belle réussite et je pense que moi j'aurais pu rester très longtemps parce que j'adorais ce que je faisais. J'étais passionnée. Sur ces 5 ans, j'ai eu mes 2 enfants, donc c'était une période assez intense d'avoir 2 enfants petits, 2 congés maternité, tout en passant de DG adjointe à DG d'une BU. Donc, je pense que j'avais assez peu de temps libre pour moi et j'aurais pu faire ça pendant 10 ans. Et puis là, on a lancé l'OPA de Veolia sur Suez en 2020. Voilà. Et c'est là où, comme j'avais commencé avec Antoine Frérot, j'ai été appelée pour réintégrer l'équipe qui lançait l'OPA et donc je me suis occupée de toute une série de sujets liés à l'OPA, à la fois en termes d'affaires publiques, parce que l'OPA évidemment était un sujet où il fallait convaincre les élus du bien fondé de cette OPA sur Suez, qui suscitait un certain nombre de craintes sur la poursuite de la concurrence. Donc on avait toute une série de sujets de conviction auprès des élus et en même temps j'ai pu récupérer les sujets de développement durable, qui était un sujet clé aussi pour Veolia. Voilà, et c'est comme ça qu'au bout de 5 ans, je suis passée un peu du jour au lendemain de l'opérationnel sur des sujets plus transverses. C'est passionnant, parce que là, tu avais toute ton expertise de Bercy que tu as pu aussi mettre à profit, mais de l'autre côté, finalement. De l'autre côté. Et puis, j'ai pu découvrir les sujets de développement durable que je connaissais de manière intuitive, parce qu'en effet, quand on fait de l'efficacité énergétique, moi, ce qui est assez amusant, c'est que pendant 5 ans, j'ai dirigé une BU qui faisait faire des économies d'énergie.
à des clients. Et on le voyait bien, c'était avant 2020, c'était avant le Covid, c'était avant la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix de l'énergie. Et à l'époque, les clients étaient ravis parce qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était du management de l'énergie. Donc, ils sont ravis d'avoir un système de gestion à distance, de la clim, du chauffage. Les économies d'énergie étaient moins un sujet parce que l'énergie n'était pas chère, elle était bon marché. Donc, c'était vraiment pas un sujet clé pour nos clients, à part certains clients industriels, des raffineries, ouais, des ça. gros volumes qui, eux, évidemment, optimisent à l'euro près. Pour les autres, c'était moins un sujet. Alors, évidemment, post-2020, c'était un sujet où on avait un boulevard devant nous sur l'efficacité énergétique. Donc, c'était assez amusant de voir cet avant-après. Mais déjà, dans ma BU, on faisait de la géothermie, on faisait des énergies renouvelables. Donc, on faisait déjà des sujets qui, quelque part, sont un peu des sujets de développement durable et de RSE. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'après, il y avait une forme de lien avec ce que j'ai fait chez Veolia et qui m'a permis, après, d'être recrutée chez Carrefour sur ce sujet de RSE. Parce que moi, je pense toujours qu'on est recruté, évidemment, pour ce qu'on sait faire et pour ce qu'on a fait au fil d'avant, même si parfois le fil peut sembler un peu long. Il y a toujours une forme de fil rouge sur ce qu'on fait, sur les jobs d'après. Bah là, on en revient directement à l'enfance même. Exactement, voilà, C'était, exactement. tu l'as dit dès le début de l'échange, tu veux apporter du sens et du bonheur. Exactement, Donc, apporter là, du sens, que je pense que alors pour moi, le travail est clé. Ouais. Voilà, je pense que je travaillerai aussi longtemps que je le peux. Je pense que le travail est une source de satisfaction. Alors évidemment, il y a des jours où on n'a pas du tout envie d'aller travailler. Tout le monde a des jours avec et des jours sans. Mais pour moi, le travail est vraiment une source d'épanouissement. C'est ce que j'essayais d'expliquer à mes enfants aussi. Et voilà, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un travail qui a du sens, qui fait que tous les matins, on est content de venir travailler. Je pense que c'est vraiment clé pour l'équilibre. On parle beaucoup de santé mentale, mais je pense que c'est clé pour l'équilibre mental d'être épanoui au travail. J'étais avec Pierre Cattaz il y a quelques jours et dans la discussion, c'était aussi comment est-ce qu'on peut réenchanter les Français avec le travail. Exactement. Être fier de ce qu'on fait et en même temps en avoir le fruit qui nous permet de vivre décemment, correctement, mais vraiment avoir cette fierté de ce qu'on fait et non pas y aller à reculons, à contre-cœur, tout à fait. On est tous conscients qu'on a besoin de travailler pour gagner de l'argent. C'est un peu la pyramide de Maslow, c'est évidemment la priorité. On travaille pour gagner de l'argent, mais après ce supplément de sens, et ça chez Carrefour, c'est ce que j'essaye de faire avec mes engagements, mais avec mes enfants aussi. Et on le voit quand on voit des jeunes parfois de cette fameuse génération qui se posent plein de questions. Une fois qu'ils ont trouvé un stage ou un emploi qui les intéresse, il y a un avant-après. On voit un vrai épanouissement, une vraie satisfaction. Donc, je milite beaucoup pour à sortir du lit, quoi. Exactement, voilà. Alors Carrefour, comment est-ce que tu as postulé? On est venu te chercher? Là aussi, c'est passé par une chasse de tête. Donc voilà, on vous identifie, mais après, il faut se battre, comme plein de la sujets. Concurrence est rude. La concurrence est toujours rude. Donc voilà, c'était un chasseur de tête qui m'avait appelé. Mais après, il a fallu se battre et essayer de montrer que j'étais la meilleure potentiellement pour le poste. Ça aussi, je pense que voilà, c'est ce que j'essayais d'inculquer à mes enfants, la valeur travail, le fait d'essayer de montrer que le travail paye. J'en suis définitivement convaincue. Et donc, je suis arrivée chez Carrefour, où j'avais une image extérieure très positive de Carrefour. Alors là aussi, je reviens à l'enfance. Mais donc moi, je viens de Saint-Dizier, qui est une ville assez pauvre quelque part, où il n'y a pas tant d'équipements sportifs, d'équipements culturels. Et je pense que ma grande passion quand j'étais petite, c'était d'accompagner ma mère à faire les courses chez Cora, voilà, que Carrefour d'ailleurs a racheté. On a racheté les magasins Cora il y a peu de temps. Et donc j'allais chez Cora et c'était ma passion, parce qu'en effet, c'est un peu la société de grande consommation aussi. Il y a plein de choses nouvelles. On essayait toujours de se faire acheter un petit cadeau en plus quand on est enfant. Et donc j'avais une passion pour la consommation qui m'est restée. Je suis très contente d'être Carrefour, de travailler chez Carrefour, de tester les nouveautés que peuvent nous envoyer des fournisseurs, les nouveautés qu'on peut avoir avec notre marque Carrefour. Et donc moi, je trouve ça fascinant. J'ai une vraie fascination, un vrai intérêt pour le monde de la grande distribution, parce qu'on est au carrefour de plein de sujets. Ouais. Donc là aussi, je fais une digression, mais c'est Jérôme Fourquet, le sociologue, qui dit que parfois la grande distribution a remplacé les corps intermédiaires. Alors évidemment, c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est vrai qu'à une époque où l'Église est moins présente, où les syndicats parfois aussi sont un peu moins présents qu'il y a quelques années, les partis politiques aussi, la grande distribution reste un sujet clé, parce qu'on mange tous 3 fois par jour, on fait tous nos courses, alors pas forcément dans la grande distribution, il y a plein d'autres circuits de distribution, mais c'est quand même un sujet clé, et on le voit, le pouvoir d'achat est devenu un sujet majeur, un sujet politique. On le voit avec le gouvernement qui a été nommé ce matin, où on a Serge Papin qui est dans un ministère des PME et du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat est un sujet clé qui passionne tout le monde. Voilà. Autant, je pense que chez Veolia, les gens sont ravis d'avoir de l'eau potable au robinet. On oublie tous, parce qu'Antoine Frérot aimait bien dire à l'époque qu'on mourait tous de l'eau qu'on buvait. Avant l'invention de l'eau potable, c'était l'eau qui transmettait des maladies. C'est pour ça que les gens buvaient d'ailleurs du vin aussi. Mais maintenant, on considère tous en France qu'avoir de l'eau potable au robinet
à un prix d'essence, c'est quelque part une forme de Commodité. commodité, c'est tout à fait normal, alors que l'alimentation et le pouvoir d'achat sont des sujets clés. Et c'est ça que je trouve passionnant chez Carrefour, de voir comment on arrive à s'inscrire dans tous ces débats de société. C'est vraiment un sujet passionnant. Donc ça, plus l'équipe, parce que je connaissais pas Alexandre Bompard, mais je voyais qui il était évidemment par ses prises de parole. Et voilà, j'étais vraiment ravie de pouvoir recruter, de travailler avec lui dans une équipe qui est une équipe très dynamique. Donc voilà, le mix des deux fait que quand j'ai été recrutée, j'étais très très heureuse de rejoindre Carrefour. Et alors, ton titre aujourd'hui, c'est directrice exécutive de l'engagement. Oui. Tu peux nous définir l'engagement? Parce que c'est large, donc c'est transverse. Oui. Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est une bonne question parce que à chaque fois on me demande de le décrire et je me dis qu'il faudrait que je change de titre, mais je n'ai pas trouvé mieux que directeur de l'engagement. En anglais, c'est peut-être plus clair. C'est Chief Impact Officer, ce qui est plus clair peut-être. Impact. En fait, moi j'ai 3 types de sujets dans mon périmètre. J'ai d'abord la RSE. Donc la RSE, on reviendra peut-être sur certaines initiatives, c'est le climat, c'est la biodiversité. Et surtout, chez Carrefour, c'est un sujet clé qui est la transition alimentaire pour tous. C'est-à-dire essayer de vendre en magasin, de pousser une offre de produits plus vertueux. Donc, par exemple, c'est de pousser le bio. Carrefour est le leader sur le bio de longue date dans la grande distribution. C'est de pousser des produits sans. Donc ça aussi, en tant que mère de famille, moi j'y crois beaucoup, des produits sans nitrite, des produits adaptés au régime spécifique, le sans lactose, le sans gluten, le sans sel, les produits pour les diabétiques, de pousser des produits sans emballage, des produits sans PFAS, de pousser tous ces produits plus sains. Donc ça aussi, ça fait partie de la direction RSE, de pousser tous ces produits adaptés aux sportifs. Mais donc ça, si je m'étais occupée que de ça, j'aurais pu m'appeler directrice RSE. Mais j'ai aussi les sujets de diversité et d'inclusion, qui sont donc les sujets d'égalité homme-femme, d'inclusion de nos collaborateurs LGBT, le sujet du handicap, de la diversité d'origine. Et puis le sujet après de la Fondation Carrefour, où là, c'est uniquement du mécénat sur la lutte contre la précarité alimentaire. Et donc, on essayait de regrouper ces 3 fonctions. Ça pouvait pas être directrice RSE, ni directrice diversité et inclusion, ni à Fondation Carrefour. On a trouvé donc direction de l'engagement, qui parfois suscite des questions, parce que les gens se demandent si c'est l'engagement salarié, c'est l'engagement sur des causes. Mais donc voilà, c'est tous ces sujets d'impact, d'essayer de maximiser l'impact positif que Carrefour peut avoir sur son l'écosystème, sur ses parties prenantes, et en sens inverse, essayer de limiter l'impact négatif qu'on peut avoir. On est bien conscient on vend des produits agroalimentaires, qu'il y a une forme de pression sur les ressources naturelles, et donc là aussi d'essayer de limiter la pression qu'on peut avoir en faisant de l'agroécologie, en travaillant par exemple sur nos chaînes d'approvisionnement au Brésil pour éviter de contribuer à la déforestation. Donc voilà, tous les sujets positifs, heureusement, on en a beaucoup, et aussi essayer de limiter l'impact plus négatif qu'on pourrait avoir en tant que distributeur de produits agroalimentaires. Ouais, ça me parle beaucoup. On a eu Nicolas Chaban Voilà. dans le podcast. Donc, et puis j'ai vu, il y a une publicité aussi au rez-de-chaussée sur le sourcing local. Exactement. Donc ça veut dire aussi que tous les salariés tu dois avoir tout ce qui est lettre d'information en interne, newsletter interne et autres pour les embarquer. Comment est-ce que tu structures aujourd'hui ces 3 pôles? C'est des BU indépendantes, voilà. C'est 3 directions indépendantes dirigées par 3 personnes formidables. Ça, on dit jamais assez merci à ces équipes, mais 3 personnes formidables et assez radicalement différentes. Sur la RSE, c'est Bertrand Swiderski qui est chez Carrefour depuis 15 ans et qui a un vrai dénicheur de tendances. Je pense qu'il a une vision que peu de monde a dans le retail et même au-delà du retail. Par exemple, C'est qui le patron? C'est grâce à lui que C'est qui le patron, je pense, est vendu chez Carrefour et a un tel succès. C'est lui qui a vu l'opportunité de marché il y a, je sais plus, 5-6 ans, bien avant que j'arrive chez Carrefour, et qui les a mis en rayon chez Carrefour. Et c'est pas évident. Et ça, c'est le grand talent de Bertrand, de voir les tendances de demain, et puis après d'essayer de pousser les murs, de pousser un peu les murs pour qu'on les vende chez Carrefour. Et puis à partir du moment où ils sont vendus chez Carrefour, il y a un effet boule de neige. Ouais. À la direction diversité inclusion, j'ai quelqu'un aussi de formidable, Stéphane Bompay, qui lui travaille donc tous ces sujets de diversité d'inclusion et qui lui-même est un des rôles modèles de notre communauté LGBT et qui donc pousse beaucoup aussi avec beaucoup de sensibilité et de subtilité sur ces sujets. Et puis la Fondation Carrefour, là aussi j'ai Marie-Astrid Raoult qui est formidable et qui, elle, travaille en lien avec les associations, parce qu'on en parle assez peu, mais les associations connaissent un moment particulièrement difficile en ce moment, avec la baisse des subventions, et donc elle est très à l'écoute aussi pour voir comment tout ça se passe. Donc j'ai la chance d'avoir 3 personnes formidables, et puis après on passe beaucoup de temps à essayer de trouver les bonnes idées, et puis après mon rôle à moi, c'est de les mettre de manière très corporate, de voir ce qui fait sens pour Carrefour, et de voir comment on arrive à embarquer toute l'entreprise
Ça, c'est vraiment un job plus corporate pour moi. Par exemple, on inclut maintenant les indicateurs de résultats RSE dans la rémunération des cadres dirigeants. Donc, par exemple, si on prend la France, il y a 10 000 collaborateurs qui ont tous ceux qui ont un bonus, en fait, ont une partie de leur bonus indexée sur la RSE. D'accord. Donc, si vous allez dans un grand hypermarché Carrefour, vous avez à peu près un salarié sur 10 qui a son bonus lié à la RSE. Et donc, évidemment, ça l'incite à savoir ce qui se passe en termes d'économie d'énergie, en termes de sourcing durable, et à essayer de voir s'il applique bien tout ce qu'on propose sur le sujet, d'essayer d'avoir de nouvelles initiatives. Donc, il y a tous ces sujets-là. Et puis, essayer d'embarquer une politique vraiment au niveau du groupe. Moi, je travaille beaucoup sur un sujet qui me tient à cœur, qui est comment on associe les industriels. C'est-à-dire Carrefour, on a les marges d'un acteur du retail. C'est des marges parfois plus faibles que celles de grands industriels. Et donc, on se dit qu'on ne peut pas agir tout seul, notamment sur tout ce qui est le scope 3, la décarbonation. Donc, on fait beaucoup de choses pour inciter nos grands industriels qu'on vend en magasin à venir contribuer à nos côtés à notre trajectoire de décarbonation. Donc là, on a fait une initiative d'une part qui s'appelle une initiative Top 100 fournisseurs. Donc on a demandé aux 100 plus grands fournisseurs de Carrefour, qui sont tous des grands industriels, Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble, d'avoir une trajectoire climat 1,5 degré avant 2026. Et s'ils ne le font pas, ils sortiront des rayons, on ne le vendra plus chez Carrefour. Donc c'est quelque chose d'assez coercitif, d'assez massif, et qui permet de s'assurer que les produits qui sont vendus chez nous seront un peu plus vertueux sur un plan environnemental. Et donc on relève les compteurs. Quand Alexandre Bompard a annoncé l'initiative fin 2022, on avait 25% de nos grands fournisseurs qui avaient une trajectoire carbone. Maintenant, ils sont à peu près 70%. Et l'idée, c'est d'arriver à 100% fin 2026. Et si ce n'est pas le cas, d'en déréférencer certains. Donc ça, c'est vraiment la carotte et le bâton, c'est le côté le bâton. Et en sens inverse, on fait aussi des accords conjoints, des accords des Sustainable Linked Business Plans avec nos grands industriels pour se mettre d'accord sur des initiatives en magasin. Par exemple, avec Coca-Cola, une des ventes les plus fortes de Coca-Cola dans nos magasins, c'est le pack de 6 fois 1,5 litre de Coca-Cola, où vous le savez, il y a un gros blister dessus en plastique, plus encore la petite poignée en plastique, ça vous fait énormément de plastique. Et l'idée, c'est de tester avec eux une forme de glu révolutionnaire, où vous n'aurez plus le blister, vous aurez juste une glu, où vous pouvez enlever comme ça vos packs, qui évidemment fait économiser beaucoup de plastique. Qui soit biodégradable. Exactement, voilà. Et donc nous, on teste ça en magasin, parce qu'évidemment, il y a toujours des petits ratés au départ, de voir si c'est robuste, si ça résiste à la logistique, à la chaîne d'approvisionnement, si c'est compréhensible du client. Et voilà, c'est des choses comme ça qu'on pousse. Ou alors avec L'Oréal, ici, on n'a pas d'exemple ici dans cette salle, mais de lancer aussi des recharges. Et donc avec L'Oréal, on a pris un engagement conjoint d'avoir 20% de l'ensemble de nos rayons chez Carrefour en 2030, donc dans 4 ans et demi, qui seront intégralement fait de recharge. Voilà. Et donc, on s'engage tous les deux avec des bonus-malus si eux n'arrivent pas à pousser la marchandise ou si nous, on ne fait pas les efforts suffisants pour les mettre en rayon. Donc voilà, ça aussi, c'est un sujet auquel je crois beaucoup, parce que là encore, c'est une digression. On voit ce qui se passe sur la RSE aux États-Unis, on voit qu'il y a pas mal de backlash. Mais malgré tout, en fait, notre accord innovant avec Coca-Cola, on l'a signé en mai 2025. Le PDG mondial de Coca-Cola, James Quincey, est venu à Paris pour le signer. Et donc, on voit que ça continue malgré tout, parce que les clients continuent à vouloir moins de plastique, moins d'emballage, plus de consignes. Ils veulent des produits plus sains, avec moins de sucre, moins de substances controversées. Quand on voit les controverses sur la loi Duplon cet été, les controverses sur le cadmium, sur l'hexane en ce moment dans les huiles alimentaires, nos clients ont envie de moins d'emballage, de plus de santé. Ça aussi, la santé, c'est une tendance de société majeure. Et donc, nous, on continue en s'associant à des industriels qui ont aussi la capacité à innover, à proposer des nouveaux produits. Et c'est ça que je trouve passionnant. On a la chair de poule. Wow. C'est des sujets où... moi, ma petite fille, elle a 4 ans. Et quand elle voulait quelque chose avec du chocolat, il n'y a pas d'origine sur le cadmium, par exemple. On ne sait pas si c'est du chocolat qui vient d'Afrique, qui vient d'Amérique du Sud. Donc, comment on fait ? Alors ça, on essaye de le pousser. Alors nous, justement, on pousse toutes nos innovations sur notre marque propre, parce que chez Carrefour, comme dans tout distributeur, on vend des marques nationales, le chocolat Lindt, et puis notre marque Carrefour, la MDC. Et donc, toutes nos innovations RSE, on les fait porter sur notre marque propre, et on a un objectif d'avoir 50% de nos tablettes de chocolat qui soient en cacao durable, voilà, justement. Et donc ça aussi, c'est un sujet très important pour nos consommateurs. Ça, ou alors l'huile de palme, par exemple, sur les biscuits pour enfants. Et moi qui ai des enfants petits, l'un de nos combats, c'est de retirer tous les sucres non nécessaires, voilà, des gâteaux pour enfants, à goût inchangé. C'est-à-dire qu'on retire le sucre, en fait, on sait faire, on teste que le goût soit toujours le même et que votre fille, elle soit toujours contente de manger des gâteaux. Et vous lui achetez toujours des gâteaux au chocolat, simplement, il y a moins de sucre et moins de substances controversées. Et là, c'est là où on s'est dit qu'on a fait notre job de transition alimentaire. Voilà. Ouais, c'est vraiment magique.
Et ça, c'est super. Voilà. Ou alors le vegan, parce que moi aussi, mon fils de 8 ans a énormément de copains qui sont végétariens. Et vegan, c'est une vraie tendance de société. Et donc ça aussi, on est en train de devenir le leader sur les produits végétaux et vegan, parce qu'il y a une énorme demande de la part de nos clients d'avoir une offre très très large. Oui, apporter la bonne quantité de protéines nécessaires au corps, mais sans Exactement. protéines animales en fait. Et avec une diversité d'offres. Oui. Donc chaque mois, on sort des nouvelles innovations sur nos protéines végétales avec voilà, plein de nouveaux produits. Ça doit faire des journées bien remplies, tout ça. Ça fait des journées bien remplies, mais avec des gens extrêmement convaincus, parce que je Oui. pense que chez Carrefour, les gens sont extrêmement convaincus. La transition alimentaire pour tous, ça existe depuis 2018. C'était, je pense, la grande idée visionnaire d'Alexandre Bompard, parce qu'en 2018, on ne parlait pas encore de transition alimentaire. Depuis, il y a beaucoup de distributeurs qui l'ont copié. Nous, ça fait quand même depuis 2018, ça fait 7 ans que c'est un sujet majeur de la stratégie de l'entreprise. Donc, je pense qu'à force, ça a vraiment embarqué l'ensemble du corps social chez nous. Et les gens sont contents de travailler à la transition alimentaire, d'avoir ce petit supplément d'âme par rapport à d'autres distributeurs. Parce que tous les programmes que tu lances avec tes équipes aujourd'hui, prenons l'exemple du Coca par exemple avec la colle, demain on va le retrouver chez tous les concurrents aussi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on n'oublie pas qu'on est une entreprise qui est rentable, et qui doit gagner de l'argent. Donc, ce qu'on fait, généralement, c'est des exclusivités aussi, parce que quelque part, no pain, no gain, mais tout ça, c'est le travail des équipes. Donc, dès qu'on lance des sujets, on essaie de l'avoir en exclusivité quand même une première année au départ, pour avoir un peu d'attrait client en magasin. Et puis après, comme c'est des sujets quelque part collectifs, voilà, après on les lance. Mais on aime bien être les premiers à lancer des innovations qu'on a en exclusivité pour quelques mois. Il y a un sujet auquel on croit beaucoup aussi, c'est la consommation engagée. Donc ça, par exemple, on a été les premiers à vendre les cafés joyeux en magasin. Donc les cafés joyeux, c'est des cafés où toutes les ventes vont à l'emploi d'équipiers trisomiques dans des cafés joyeux situés dans les grandes villes. Donc ça, café joyeux, on les a vendus avant les autres. Ramdam Social, voilà, c'est pareil. Donc Ramdam Social, c'est une marque qui est formidable. Si vous achetez un produit, alors ils positionnent le produit, par exemple des chips ou alors des sablés au même prix que la marque nationale. Voilà, donc c'est pas de la MDD, c'est de la marque nationale. Et dès que vous achetez le produit, ça donne un repas pour une personne qui vit dans la rue. Donc c'est quand même une vraie redistribution de bénéfices. Ça marche très très bien. Ils sont passés sur Qui veut être mon associé chez M6. Et donc on a été les premiers à croire en eux. On les met là où on peut, partout en magasin. Ouais. Donc, ils ont des sablés qui sont excellents, des cookies qui sont très, très bons. Et vous faites une bonne action, c'est-à-dire qu'il y a un SDF qui a droit à un repas en même temps que vous achetez. Et c'est un reversement automatique. Donc, on trouve ça formidable. Et d'ailleurs, on va lancer, c'est Alexandre Bompard qui l'inaugurera début novembre, une semaine de la consommation engagée chez Carrefour, où on va mettre en avant tous les produits engagés un peu au même endroit pour montrer aux clients qu'ils existent. Donc, ça va de C'est qui le patron, avec une juste rémunération du prix du lait. Ramdam Social, donc c'est pour les personnes qui vivent dans la rue. Café Joyeux, c'est pour les personnes en situation de handicap. Et ça, on y croit beaucoup parce qu'en fait, pour vous, le geste est anodin. Au lieu d'acheter un cookie de chez Michel et Augustin, vous allez acheter celui-là. Ils sont excellents parce qu'à chaque fois, en plus, c'est produit en France par des PME sans substances controversées. Donc, c'est vraiment des produits très qualitatifs et vous faites une bonne action. Donc, il y a vraiment un sujet d'avenir de la consommation là-dessus. Ça marche très, très bien auprès de nos clients. Et puis c'est dans l'ADN même de l'entreprise. Donc, et c'est dans l'ADN de l'entreprise. Tout est cohérent. Voilà. Il faut juste que ça soit à prix équivalent avec les autres produits. Donc, à chaque fois, c'est ce qu'on leur dit. On a eu aussi parfois quelques ratés sur ces sujets de consommation engagée. Il ne faut pas qu'il y ait un différentiel de prix trop élevé parce qu'il y a une contrainte de pouvoir d'achat qui est massive. Mais si vous êtes au même prix que les autres produits dans le rayon, ça se vend très, très bien. Et puis après, derrière, j'imagine que les équipes sont là pour challenger ou pour accompagner l'entreprise qui s'est lancée dans cette dynamique-là, sur des sujets même de rentabilité peut-être. Sur les sujets de rentabilité, on leur fait généralement des conditions préférentielles au départ sur en effet toute une série de pénalités logistiques, de délais de paiement. Et donc on les pousse, on leur met une signalétique en magasin, parce que ça aussi est un peu le nerf de la guerre. On fait des animations en magasin. Donc voilà, on fait tout ça au début pour les pousser. Et c'est vrai que Ramdam Social, on est vraiment très très content de la manière dont ça se passe. Ils ont une belle visibilité. Et vous verrez, ils sont pas que chez Carrefour. Justement, maintenant vous les voyez partout, chez Monoprix, dans les gares aussi. Ils ont réussi à avoir Relais H. Donc, dans beaucoup de gares, vous les verrez, c'est des produits, c'est dommage que je les ai pas ici, mais si vous voulez, je vous en descendrai un tout à l'heure, j'en ai dans mon bureau. C'est des produits très colorés, avec un marketing différent et qui sont très visibles du client. Ça me parle beaucoup parce que j'ai la présidence d'une association qui existe depuis 20 ans et qui distribue plus de 5000 repas sur la période de décembre à février dans le hall de la mairie du 17e. D'accord. Donc on va se dire, la mairie du 17e, c'est le 17e de Paris. Mais malgré tout. Sauf qu'il y a 5000 personnes qui passent la porte pendant ces 90 jours parce qu'elles sont en difficulté et on leur donne un repas chaud. Ouais. Donc, non, ça me parle. Je vous présente tout à l'heure Ramdam Social, j'en ai dans mon bureau, vous allez voir, c'est formidable. Merci. On va passer à la troisième partie. La troisième partie, c'est ce que j'appelle le speed questionnaire. Donc, je te fais 3 propositions et puis tu me dis celle qui te parle le
plus sans réfléchir. Ok. Par exemple, café, thé, chocolat chaud. Alors, café. J'en prends je ne sais pas combien par jour jusqu'à ce que mort s'en suive quasiment. Donc, café. Je pense que c'est la seule chose sans laquelle je ne pourrais pas vivre. Et tu dors bien? Très bien. Oui, c'est-à-dire que... Très, très bien. Faut que j'en prenne activer 5, pas plus. Mais D'accord. voilà, une fois que j'ai pris mes 5 cafés, je suis en forme. Mais sans café, c'est compliqué. Matin, midi ou soir? Matin, pareil, les cafés le matin et jusqu'au midi. Voilà. Tu te lèves à quelle heure le matin? 7 heures. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'il y a 2 enfants quand même. Exactement. Voilà. Mais qui sont assez autonomes, c'est l'avantage. Les Ça y enfants est, sont assez ils autonomes, ils assez ont l'âge vite. où ils sont autonomes. Voilà. Ville, campagne, montagne? Oh, ville. Ville. Moi, je vis à Paris depuis que je suis arrivée pour mon bac. Donc, ça fait depuis 1996 que je vis à Paris. Donc, Ta famille définitivement. est Et ma restée, famille et mes parents ont déménagé en région parisienne pour se D'accord. rapprocher de mes frères et moi qui avons tous émigré à Paris. Voilà. Lecture, cinéma, musique? Lecture. Moi, je suis une grande lectrice. J'aime bien lire. J'ai adoré lire quand j'étais petite. Et je suis une grande fan de la lecture. Je lis le journal aussi en version papier. J'aime bien lire en version papier. J'essaie de pousser pour la lecture un support écrit. Je trouve ça formidable. Voilà. Et tu lis quel C'est type de différent. livre? Quel type de livre? Oh, je lis maintenant des livres d'actualité. Je pense que les classiques, je les ai lus plus jeunes. Donc maintenant, j'aime bien lire les livres d'actualité, aussi tous ceux qui sortent de manière régulière. Donc vraiment toute une sorte de livres, voilà, assez différents les uns des autres. Je vais inventer une question. Figaro, Les Échos, Le Monde, Libé? Alors, en fait, les Autre? 5. Autre? Ouais. Les 5. Je suis abonnée au Monde, abonnée au Figaro, abonnée aux Échos. Et j'aime bien Libération. Donc, j'aime bien lire la presse Ça écrite. donne une Je ouverture suis une aussi, grande globale. fan de la presse écrite. Je pense que là aussi, ça serait compliqué pour moi de passer une journée sans lire Le Monde. C'est pas que je lise chaque jour, mais sinon, je rattrape mes lectures non faites. J'adore Le Monde, j'adore le Figaro. Les Échos sont utiles aussi, même si c'est peut-être moins... Voilà. Je pourrais peut-être davantage m'en passer, mais non, je suis une grande lectrice de presse écrite. Travail au bureau, télétravail, coworking, autre? Un mélange des deux, travail au bureau, et puis alors notre bureau étant à Massy, chez Carrefour, on est souvent amené aussi à aller dans Paris pour des rendez-vous, donc voilà, travail au bureau, majoritairement, sauf les rendez-vous dans Paris. Tu vas souvent dans les enseignes? Et on y va souvent dans contact les du terrain? enseignes aussi, on y va souvent Ouais. aussi dans les enseignes. Cet après-midi, je vais à Atis-Mons. D'accord. J'ai des administratrices du groupe qui voulaient qu'on lui fasse une visite RSE d'un magasin. Donc, je la récupère à son arrivée d'Orly tout à l'heure. On va à Atis-Mons, qui est juste à côté de l'aéroport. Et donc, on lui fait une visite qui dure quand même 2 heures sur toutes nos innovations. Et donc, on commence par exemple le parking. On a des bornes de recharge électrique, évidemment. On a aussi des bibots. Donc, c'est des machines dans lesquelles vous ramenez vos bouteilles plastiques et vous gagnez 1 à 2 centimes sous forme de bons d'achat. Donc, si vous en avez beaucoup, de bouteilles de lait, plastique, ça peut être utile. Donc, on va commencer sur le parking. Après, on va voir le rayon fruits et légumes avec la suppression des emballages en plastique où Carrefour a été précurseur 3 ans avant la loi AGEC. On va continuer après sur toutes nos initiatives qu'on peut avoir sur la gestion de la démarque, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les paniers Too Good To Go. On va aller au non-alimentaire où on va lui montrer justement harcèlement scolaire, tout le dispositif qui est en place. Et on va finir par les réserves. En effet, un sujet qui vous parle, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc voilà, c'est une visite de 2 heures menée plutôt au tambour battant. Parce qu'un autre sujet dont oui, je n'ai pas parlé, c'est le Nutri-Score aussi. On va lui présenter tout ce qu'on fait sur le Nutri-Score. On a imposé aux industriels de mettre le Nutri-Score sur leurs produits. Donc voilà, donc cet après-midi, je vais au magasin d'Atis-Mons pour faire une visite RSE et lui montrer un peu sur le terrain tout ce qu'elle voit généralement au board ou en comité RSE. Superbe. Bravo. Métro, vélo, voiture? Métro et voiture, c'est-à-dire que voiture pour venir à Massy, parce que c'est plus pratique, et puis après pour aller dans un magasin qui sont pas toujours accessibles en transport en commun, c'est plus pratique, et métro dans Paris. Et voiture thermique, électrique, hydrogène? Hybride? Joker, parce qu'elle est encore thermique. Voilà. Mais elle sera bientôt électrique. Innovation, tradition ou disruption? Alors, pas disruption. Moi, je ne suis pas forcément une fan de la disruption, qui pour moi veut trop dire renverser la table. Donc, innovation et tradition. Je pense qu'il y a des fondamentaux qu'on a besoin de garder, et en même temps, il faut innover. Donc, tradition et innovation. Management, entrepreneuriat ou recherche? Management, je pense. Mon mari est entrepreneur, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. Je pense que j'ai quasiment que des entrepreneurs autour de moi. Et je pense qu'il faut une vraie capacité, je pense qu'il faut un vrai mindset que je n'ai probablement pas. Voilà, je pense que moi, je ne suis pas une entrepreneuse. Je l'ai fait, mais dans le confort d'un grand groupe, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je le vois vraiment avec mon mari, c'est pas la même chose d'être entrepreneur, d'avoir des hauts et des bas. C'est pas la même relation au salariat, plein de choses. Donc moi, je ne suis pas entrepreneur. Et je pense qu'il faut beaucoup de mérite. Je les admire beaucoup, mais moi, je ne suis pas entrepreneuse. Donc plutôt management et recherche, je ne le suis pas non plus. Quand on travaille dans un grand groupe, on essaye de penser le monde de demain, notamment pour essayer de capter des clients, d'avoir un quart d'heure d'avance, mais on n'est pas non plus dans la recherche fondamentale, où là aussi j'ai des amis qui sont restés dans la recherche. Donc non, management. Et dernier, réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok, autres?
LinkedIn, moi je suis une grande fan de LinkedIn, dont je maîtrise les codes. Instagram, je commence tout doucement. Voilà, je maîtrise pas encore les codes et les autres, je les maîtrise encore moins. C'est le fait d'avoir 45 ans, je pense que je les maîtrise encore moins, les autres. Attention, Instagram, l'algorithme est bien fait. TikTok Oui. est pire, mais... Alors justement, Instagram, si c'est pour recevoir des vidéos de chiens, faut que je fasse autre chose. Voilà. Parce que j'ai un chien et depuis quelques mois, et donc j'ai dû regarder trop de vidéos de chiens. C'est pour ça qu'Instagram, je maîtrise pas encore l'algorithme pour avoir autre chose que des vidéos de chiens. Merci Karine. Il me reste 3 questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, un podcast, une newsletter à suivre ? Alors, recommandation de lecture, ça va être décevant, c'est toujours la même depuis très très longtemps. Moi, c'est Primo Levi, Si c'est un homme. C'est un livre qui m'a énormément marqué. Voilà, j'ai 2 grands-parents qui sont allés dans des camps et je pense que c'est un sujet majeur. Donc Primo Levi, moi, c'est un livre qui m'a devrait être lu au beaucoup lycée, ému et je pense que c'est vraiment, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde de nos jours, je pense que c'est vraiment utile de se rappeler de cette période de l'histoire. Donc moi, c'est toujours Primo Levi sans aucune hésitation. C'est marrant parce qu'on est quand même un monde où on a l'information à disposition au creux de la main et pourtant on a l'impression que les histoires se répètent. Et les histoires se répètent et voilà, moi j'ai une forme de passion un peu morbide, mais voilà. Avec mon mari, on est souvent partis en week-end visiter aussi des camps de concentration. Voilà, je suis allée à Auschwitz, je suis allée à Dachau, ça reste des souvenirs, je pensais vraiment, et je crains parfois d'être la dernière génération où mes grands-parents ont réussi à sortir vivants des camps, et je pense que je suis la dernière génération où j'ai encore cette culture familiale, d'avoir des gens qui m'en ont parlé. Donc, Est-ce que, un peu plus joyeux, est-ce que tu as une... Oui, désolée. Un ami, une connaissance que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast ? Je n'avais pas réfléchi à cette question. Bon, il y a plein de gens que je trouve passionnants. Je pense qu'Antoine Frérot, le PDG de Veolia, parce que chez Carrefour, j'aurais plein de gens à recommander, mais c'est trop, avec grand corporate plaisir quelque part. Mais voilà, je pense qu'Antoine Frérot serait quelqu'un qui a plein de choses à dire. Alexandre Bompard aussi, mais je pense que si vous voulez, mais je pense que les PDG sont quand même des personnes fascinantes et donc je pense qu'ils ont toujours plein de choses à dire et notamment eux. C'est-à-dire que moi, Antoine Frérot, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a beaucoup réfléchi sur le sujet de la performance plurielle des entreprises. Comment une entreprise peut à la fois concilier rentabilité économique et impact sur son écosystème. Et il avait fait beaucoup de réflexions avec le Collège des Bernardins et je trouvais ça passionnant. Et Alexandre Bompard, lui, il a été visionnaire sur Act for Food, sur la transition alimentaire. Il est extrêmement investi, motivé sur ces sujets. On continue, par exemple, notre politique de diversité et d'inclusion alors qu'il y a plein d'entreprises qui l'ont plus ou moins mise de côté ou qui n'en parlent plus. Et donc, je pense que tous les deux, c'est 2 grands PDG qui ont une vision radicalement différente quelque part de l'impact, mais qui tous les deux le mettent en œuvre. Merci beaucoup. Et alors, dernière question, si l'on souhaite te contacter, quelle est la meilleure façon de s'y prendre ? Alors, soit LinkedIn, parce que comme je maîtrise bien LinkedIn, moi je regarde toujours les messages, donc soit LinkedIn, soit mon numéro de portable, que généralement je donne de manière assez libre, et puis parfois, ce qu'on disait avant de commencer, l'avantage des portables maintenant, c'est qu'on peut toujours bloquer le cas échéant. Donc moi je donne mon portable de manière très très libre, et puis après on gère soi-même le flux sur le portable. Karine, ça a été un vrai plaisir et bravo, vraiment bravo pour tout ce que tu fais, c'est gentil, impressionnant. Merci. Et je pense que le métier de directrice de l'engagement mérite d'être plus connu, parce que j'étais loin de m'imaginer qu'il y avait autant de scope et autant d'impact tant mieux. Au quotidien. Donc merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.